À l'extrémité sud du continent africain, il existe un tout petit refuge dont l'impact est planétaire. Ici, la vie prospère. Ces habitats variés offrent un havre de paix aux plus gros animaux de la planète, ainsi qu'aux plus petits. C'est l'histoire d'espèces en voie d'extinction qui reprennent leur place dans la vie sauvage africaine. Voici De Hoop, le sanctuaire de l'espoir. L'aube se lève sur la réserve naturelle de Hoop. Les brumes matinales dévoilent un troupeau d'antilopes remarquables. Ce sont des Bontebok, un nom afrikaans qui se rapporte à leur robe noire et blanche. La rosée gorge d'eau les plantes succulentes du littoral et les Bontebok peuvent s'y abreuver. C'est une scène tranquille et les antilopes sont calmes et concentrées sur leur petit déjeuner. Leur présence ici prouve que cette méthode de préservation est un triomphe. Il y a moins d'un siècle, les Bontebok étaient chassés sauvagement et il n'était plus que 20 dans le monde. C'est un détail étrange qui les a sauvés. Les Bontebok ne savent pas sauter. Des propriétaires terriens inquiets pour l'espèce avaient enfermé les Bontebok dans des camps. Comme les animaux ne pouvaient pas sauter par-dessus les enclos, leur effectif avait augmenté. C'était le début d'une tendance qui a transformé cette petite partie du monde en une zone de préservation pour des animaux presque en voie d'extinction. En 1957, la réserve naturelle de Hoop avait été créée comme une zone expérimentale de protection des espèces sauvages où des animaux rares et en danger auraient pu être élevés et leur effectif accru afin de repeupler les zones environnantes. De Hoop fait désormais partie du patrimoine mondial et avec son aire marine protégée, c'est un modèle de préservation en Afrique du Sud et un refuge pour les espèces vulnérables. Aujourd'hui, le nombre de Bontebok a augmenté jusqu'à presque 4000 individus. Et d'autres espèces ont également pu survivre. De Hoop est une petite zone où il existe de nombreux habitats. La réserve s'étend du rivage rocailleux aux plaines de Fynbos et aux zones humides non contaminées. Mais la zone protégée ne s'arrête pas au littoral. La baie est un havre de paix connu dans le monde entier qui abrite un géant des mers emblématique. Les baleines franches australes, qui étaient en voie d'extinction à cause de la chasse, migrent ici pour mettre bas.
Deux espèces vulnérables, le vautour du Cap et le zèbre des montagnes du Cap, sont tout doucement en train de réapparaître. La survie d'une espèce est souvent une question de chiffres. Mais cette petite réserve fait vraiment la différence. La réserve naturelle de Hoop ne fait que 360 km² et pourrait ainsi tenir 25 fois dans le parc national de Yellowstone. Et pourtant, malgré sa taille, la réserve abrite des centaines d'espèces différentes. La géographie unique de la réserve de Hoop offre des habitats variés à toute une diversité d'espèces. Dans la partie sud de la réserve, à Demond, la Hoeningnes River se déverse dans la mer. La rivière rejette de grandes quantités de sable dans l'océan. La mer ramène ensuite ce sable sur le rivage, ce qui crée des plages et des dunes majestueuses. À l'est, le littoral devient rocailleux. Des rochers en grès façonnés par les océans et les intempéries forment un paysage spectaculaire. Ici, des plateformes rocheuses fournissent une base de chasse idéale pour les oiseaux du littoral, alors que les piscines formées par les rochers abritent une grande variété d'espèces marines. Dans les terres, les plaines de plantes grasses et les grandes étendues de buissons fournissent de la nourriture et un abri à de nombreux animaux. L'océan, le rivage rocailleux, les dunes, les lacs, les buissons et les prairies tiennent dans un espace qui ne s'étend qu'à 16 km à l'intérieur des terres. Cette fine bande de terre est un havre de paix qui offre de l'espoir à toutes les espèces vivant ici. Le jour se lève sur la réserve de Hoop et le géant majestueux du parc cherche des pâturages. C'est l'élan du Cap, la deuxième plus grosse antilope au monde. Les élans sont énormes. Ils peuvent peser jusqu'à des centaines de kilos et mesurer 1,80 m au garrot. Pour les chasseurs-cueilleurs indigènes d'Afrique du Sud, ils étaient un symbole puissant d'abondance et de force. Ils immortalisaient l'élan sur de nombreuses peintures sur pierre et dans leurs cérémonies religieuses. Ces animaux étaient essentiels pour l'entrée dans l'âge adulte et pour leurs rituels de danse et de transe chamanique.
Ces animaux géants sont lents. Même effrayés, ils ont du mal à atteindre 40 km/h et ils se fatiguent très vite. Ils ne sont pas rapides, mais ils sont très forts. Quand il est menacé, cet animal peut faire un bond de 3 mètres sans prendre d'élan. Les élans sont des animaux nomades et ils se sont adaptés aux nombreux environnements africains rigoureux et variés. Leur incroyable capacité à survivre presque sans eau les aide beaucoup. Ce sont des animaux sociables qui forment de grands troupeaux, mais qui ne défendent pas qu'un seul territoire. Ils aiment paître aux côtés d'autres espèces. Mais entre eux, il faut maintenir une hiérarchie. Pour s'affirmer, la physiologie de ce gros mâle a évolué de façon extraordinaire. Ses genoux claquent. Ce bruit particulier est produit par les tendons qui glissent contre les os de ses genoux. Les tendons vibrent comme des cordes. Le son produit donne une idée claire de sa taille et de sa capacité à se battre avec un adversaire. Plus un mâle est gros et costaud, plus ses genoux vont produire un claquement fort et grave. Les élans sont des herbivores qui broutent des petites pousses et des feuilles tendres sur les arbrisseaux et les buissons. Mais profiter d'un tel festin n'a pas que des avantages. Tandis que l'antilope s'appuie contre les arbres et les buissons, des tigres viennent s'enfouir dans ses poils et se planter sur son dos pour sucer son sang. Une fois que la tique est accrochée à l'élan, celui-ci ne sentira pas qu'elle grossit à vue d'œil en se nourrissant de son sang. Mais il y a d'autres insectes gênants qui se trouvent hors de portée de ses dents et de sa langue. Heureusement, il possède 2 outils très utiles. Ses gratte-dos longs et élégants. Les cornes de l'élan en forme de spirale rappellent celles d'un ancêtre asiatique à 4 cornes. Avec le temps, les 2 paires ont fusionné et se sont entrelacés en forme de tire-bouchon. Cependant, il ne peut atteindre que certains endroits avec ses cornes. Et par chance, il a de l'aide à bord. Les hérons garde-bœufs sont une espèce de héron. Leur nom vient de leur comportement, car ils se déplacent sur ou près de gros brouteurs comme les bovins, les antilopes et les zèbres. Se déplacer avec le troupeau permet d'accéder à une réserve inépuisable de tiques bien juteuses. Cependant, attraper son repas est un véritable défi. La table bouge sans cesse et elle est équipée de lourds sabots et de queues qui peuvent fouetter. Pour un héron, une tique lente et gonflée de sang est un délice. Mais l'oiseau vient profiter d'une plus grosse aubaine. Manger tous les insectes, les araignées, les grenouilles et les vers que les troupeaux retournent dans le sol quand ils arrachent des touffes d'herbe.
Suivre les herbivores et les brouteurs offre de grosses récompenses pour un minimum d'effort. Les parasites n'attaquent pas seulement la grosse antilope du parc. Ils s'accrochent sur tout autre gros animal qui passe par là. Dans ce cas, le plus grand oiseau au monde, l'autruche. Un jeune mâle s'ébroue dans une cuvette remplie de poussière pour se débarrasser des parasites et retirer l'excès d'huile de ses plumes. Il ne sera pas seul longtemps. Sa partenaire veut aussi passer un bon moment. Ils sont allongés sur le sol et se roulent d'un côté et de l'autre avec les ailes bien déployées pour n'oublier aucun endroit. Une belle cuvette remplie de poussière est un bien précieux. À 2 dans le bain, c'est bien. À 3, c'est vraiment trop serré. Le plus haut et le plus lourd des mâles peut faire 3 mètres de haut et peser plus de 150 kilos. Leur taille de géant ne leur permet pas de voler. Mais ils se sont adaptés en devenant des coureurs extrêmement rapides. Les jambes longues et puissantes des autruches leur permettent de courir à plus de 70 km/h avec des enjambées de 3,50 m. Les coureurs d'élite ont besoin de chaussures spéciales, et il en est de même pour les autruches. La plupart des oiseaux ont 3, voire 4 orteils à chaque patte, mais l'autruche n'en a que 2. Les orteils à l'intérieur se terminent par des griffes longues et courbées qui se plantent dans le sol comme les crampons des chaussures d'un sprinter. Elles utilisent aussi leurs griffes pour se défendre. Bien au-dessus de leur tête, alors que le soleil est plus fort et que la journée se réchauffe, on aperçoit un des plus grands succès de la préservation à 2 houppes. C'est le vautour du Cap. C'est un des plus grands vautours d'Afrique, avec une envergure de plus de 2,50 m. 200 de ces charognards solitaires ont construit leur habitat dans les montagnes de Podberg qui bordent 2 houppes, et ils sont la dernière colonie qui existe dans cette zone. Au fil des années, leur effectif a chuté à cause de l'altération de leur habitat, de la présence de lignes électriques et de poisons que les fermiers mettaient sur les carcasses pour tuer les autres charognards, comme les chacals. Dans les années 70, cette zone ne comptait plus que 30 vautours. Mais grâce à un changement dans l'attitude des fermiers locaux et grâce à ce havre de paix, le nombre de ces charognards insaisissables continue à grimper. La réserve offre un abri à de nombreuses espèces d'oiseaux. Mais c'est toute la région qui est un habitat essentiel pour eux. À l'ouest, au-delà des limites du parc, s'étend un estuaire où se nourrissent les flamants roses.
Il se prépare pour migrer vers le nord après la saison des pluies. Quand ce sera le moment, ils feront 1000 km en volant au-dessus des déserts de Namibie et du Botswana. Si la pluie a été assez abondante, ils s'accoupleront là-bas. Sinon, ils reviendront dans cette région. Les flamants roses s'empiffrent. Ils filtrent leur nourriture et ici, ils ont de quoi manger. Les bancs de sable dans les zones humides, près de la réserve de Hoop, sont emplis d'algues et de bactéries microscopiques, de matière organique accrochée à chaque grain de sable. C'est également un festin pour ces escargots de vase. Le sédiment est riche en algues et en bactéries, ce qui attire les petits crustacés et les vers marins. Les flamants roses peuvent ainsi en profiter pleinement. Ils se déplacent et tamisent le sédiment à la recherche d'aliments bien goûteux. Quand ils ont trouvé un bon endroit, ils se mettent à creuser minutieusement le sédiment en pivotant lentement en cercle. Tandis que la marée baisse, leurs excavations circulaires laissent un paysage bien ordonné. Une petite île que se disputent brièvement 2 pagures. À l'ouest, le rivage est une étendue de sable, mais à quelques kilomètres à l'est de la réserve, il est totalement différent. L'environnement est plus rigoureux et plus difficile, et les vagues éclatent sur un rivage rocailleux et accidenté. Ce milieu hostile à tous ne l'est pas pour les berniques et les moules les plus coriaces. Et pour cet oiseau, ça tombe bien. L'huîtrier de Moquin est un autre symbole vivant du succès de la réserve de Hoop. On ne le trouve qu'en Afrique du Sud. Au début des années 1980, son effectif avait chuté à moins de 5000 individus. Les huîtriers de Moquin construisent leur nid sur le sol, ce qui les rend très vulnérables. À cause des animaux en maraude, des véhicules tout-terrain, de l'activité humaine envahissante, cet animal fascinant du rivage rocailleux était presque condamné. Mais les côtes protégées comme celle-ci offrent un endroit sûr pour ces oiseaux. Cependant, la vie n'y est pas facile. L'huîtrier de Moquin doit se restreindre à un bout de terre étroit et dangereux, la zone intertidale. Pour survivre ici et éviter les fortes vagues, il faut être rapide et habile. Il se nourrit à marée basse quand les crustacés sont à découvert. La forme de son bec et les puissants muscles de son cou lui permettent d'attraper rapidement une moule et l'arracher de sa base fibreuse. Pouvoir s'envoler rapidement est essentiel. Les vagues sont puissantes et une fraction de seconde peut coûter cher à un oiseau pris au piège des vagues qui déferlent.
À l'abri des vagues, il décortique sa proie. Sa partenaire a elle aussi réussi. Elle donne des coups secs pour détacher une bernique du rocher et déchire la chair souple avec son bec. C'est un travail difficile et fatigant. Et pour survivre, les oiseaux adultes doivent briser ces coquillages et se contenter de petits morceaux. Avec une nourriture abondante et protégée au sein de la réserve de Hoop, les huîtriers de Moquin prospèrent et leur effectif augmente. Tandis que la marée monte, les huîtriers de Moquin se retirent. Les oiseaux doivent attendre la prochaine marée pour pouvoir manger à nouveau. Mais pour les autres espèces du littoral de Hoop, c'est l'heure du repas. Déclarée en 1986, la zone marine protégée s'étend sur 5 km dans l'océan, au-delà de la réserve de Hoop. Elle permet aux espèces de poissons de prospérer le long de la côte, où la pêche intensive n'est pas pratiquée. À marée haute, de nombreuses espèces de poissons endémiques se déplacent dans les eaux peu profondes pour se nourrir. Les creux dans les rochers qui se remplissent de plantes et d'animaux marins deviennent un terrain de chasse idéal pour un des prédateurs les plus rusés de cette côte, le poulpe. Cet animal extrêmement intelligent chasse les crabes et les langoustes. Il se déplace facilement entre la terre et la mer à la recherche d'un repas parmi les rochers. La réserve de Hoop est une vraie réussite. En dehors de la baie, la star de la zone marine protégée à De Hoop rentre à la maison pour se reproduire. La baleine franche australe. C'est une des plus grosses et des plus rares baleines de la planète. Ces animaux géants ont effectué un long voyage et ont quitté les eaux glaciales de l'Antarctique où ils trouvaient leur nourriture. Ils ont voyagé en direction du nord vers les côtes plus clémentes de l'Amérique du Sud, de l'Australie et de l'Afrique. Ces baleines sont venues près de la côte protégée pour s'accoupler et mettre bas. C'est le plus grand rassemblement de leur espèce dans l'hémisphère sud. La moitié des petits de la baleine franche australe originaire d'Afrique est née à De Hoop. Ces animaux sont des trésors inestimables. La nouvelle génération pousse doucement cette espèce loin de la menace d'extinction qui pesait sur elle il y a seulement 80 ans. Leur nom rappelle leur sombre histoire. Les baleiniers les appelaient franches, car elles se comportaient en vraies et bonnes baleines à capturer. Ces animaux dociles et intelligents étaient des cibles faciles. Et comme elles sont riches en huile, lorsqu'elles mouraient, elles flottaient en surface.
Pendant plus de 200 ans, elles ont été massacrées à l'échelle industrielle. Puis, à partir de 1935, elles sont devenues officiellement une espèce protégée, avec moins de 2000 individus en vie sur toute la planète. Mais les vrais efforts de préservation ont commencé à payer. Aujourd'hui, la population est estimée à 7000 individus dans les océans du Sud. Et ce chiffre double tous les 10 ans. À De Hoop, les dunes forment une barrière entre l'océan et la Terre. Cette barrière est bien plus mobile qu'elle n'y paraît. D'énormes quantités de sable rapportées par les rivières, puis rejetées sur le rivage par les océans, forment ces belles pentes sablonneuses. La nature est façonnée par les éléments, et il est difficile de vivre dans ce milieu. Mais certaines espèces ont élu domicile ici. L'Acanthias meleagris est dans son élément. Il vit et se nourrit sous le sable. Dans la plaine, les espèces emblématiques de la réserve ont su s'adapter à un habitat plus clément. Ces bontebok doivent également lutter pour la survie de l'espèce. C'est la saison des amours et les animaux sont impatients. Cette femelle est prête à s'accoupler et les mâles commencent à parader. Un jeune mâle court rapidement sur le territoire voisin en exhibant ses prouesses. Les femelles l'ont remarqué, tout comme le mâle dominant. Pour celui-ci, c'est une provocation délibérée à laquelle il faut répondre. Les confrontations des bontebok sont plus souvent des bravades que de réels combats. Mais parfois, des exceptions s'imposent et les jeunes prétendants doivent être remis à leur place. C'est une épreuve de force, pas un duel mortel. Ils luttent avec leurs cornes, mais ne tuent pas. Le combat est terminé. L'opposant a été remis à sa place et s'en va d'un pas lourd pour tenter sa chance avec un adversaire moins expérimenté. Le vainqueur a affirmé son territoire et a ainsi choisi ses femelles. Malgré sa victoire, il doit quand même faire la cour. Il s'approche de la femelle, le nez tendu, la tête basse et la queue relevée. C'est ainsi que le bontebok fait sa demande. Si elle est impressionnée, la femelle va se laisser renifler pour voir si elle est prête à s'accoupler. Quand ils se font la cour, c'est tout un rituel. Ce mâle est tellement intrigué par sa partenaire qu'un autre prétendant en profite pour se faufiler sans être vu. Il repousse le nouveau venu hors du territoire.
Au bout de la prairie, on aperçoit un éclat noir et blanc. Mais ce ne sont pas des zèbres ordinaires. Ce sont des zèbres des montagnes du Cap. On ne les trouve qu'en Afrique du Sud. Ils prouvent une fois encore le succès de la réserve de Hoop. Ce sont d'excellents grimpeurs avec des sabots durs et pointus, parfaits pour marcher sur les pentes rocailleuses. Ils vivent généralement dans les régions montagneuses, à plus de 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Mais ils ont besoin de pâturages variés et de beaucoup d'eau, ce qui les met en concurrence directe avec les humains. À partir des années 1950, il y avait moins de 100 zèbres en vie. Aujourd'hui, grâce aux parcs nationaux et aux réserves comme de Hoop, la population globale actuelle du zèbre des montagnes du Cap est estimée à environ 1500 individus. Il y a bon espoir que les zèbres de la réserve de Hoop puissent accroître leur effectif au-delà du parc. De Hoop est un havre de paix. Et les plus grandes espèces qui prospèrent ici n'ont pas de prédateurs. Mais en dessous de leurs sabots, il existe un autre monde où de petits mais mortels chasseurs traquent leurs proies. Un bébé cobra du Cap s'aventure hors de son terrier. Ce n'est encore qu'un jeune serpent. En grandissant, il va perdre sa mue et atteindre sa taille adulte d'environ 1,50 m. Quand on est aussi petit, les dangers sont partout. Quand il sera adulte, on le traitera avec bien plus de respect et on le craindra, car ce sera l'un des serpents les plus dangereux d'Afrique. Mais avant cela, il doit éviter de se faire piétiner par de plus gros individus. Cependant, quand il s'agit de poison, la taille ne veut pas toujours dire qu'il y a danger. Un scorpion creuseur du Cap en voie d'extinction est en alerte rouge. Il se prépare pour se défendre d'un intrus. Ces dards effrayants peuvent planter et esquiver comme des épées, mais aussi infliger un méchant coup. Ils ne sont pas très venimeux. Les scorpions possèdent deux armes, leurs dards venimeux et leurs pinces. Les scorpions moins venimeux doivent avoir deux pinces plus grosses et plus fortes pour tuer leur proie et repousser leurs rivaux. Le scorpion noir grimpant semble mortel. Mais sa grande pince indique que sa piqûre n'est certainement pas bien douloureuse. Un cloporte qui passe par là montre peu de respect pour la bête cuirassée. À de Hoop, le sol est principalement sablonneux et calcaire. Pourtant, ce sol pauvre en nutriments est l'habitat idéal pour le règne végétal le plus menacé et varié de la planète. La planète est divisée en 6 règnes végétaux,
des zones où des espèces de plantes similaires ont tendance à pousser. Le règne végétal du Cap n'est pas seulement le plus petit, mais il est aussi le plus varié. 3% des espèces florales de la planète poussent dans une zone de la taille de l'État du Maine. « 80% de cette flore est composée de fines bosses. Ce n'est pas une seule espèce, mais plutôt un type de végétation avec une variété d'espèces. Un minuscule chasseur se déplace dans ce monde floral. La menthe des fleurs attend patiemment qu'une victime passe. C'est l'une des créatures les plus petites de la réserve et elle est liée à la plus grosse. De même que l'élan, elle est vénérée comme une déesse par les chasseurs-cueilleurs indigènes d'Afrique du Sud. Le nom de la menthe correspond au dieu suprême de leur peuple, le dieu farceur Kagun. Ils pensent que Kagun a créé l'élan. C'est un succès. Mais la menthe a les yeux plus gros que le ventre. La chenille n'est pas comestible, car une sécrétion chimique la protège. Un peu plus bas, un repas potentiel d'étale non loin de là. C'est un cafard bien juteux. Mais la menthe sait que lui aussi n'est pas au menu. Quand il est menacé, le cafard lance un fluide très toxique. Les prédateurs ne le touchent pas. Il se promène donc librement dans cette étendue sauvage. Il est temps que la menthe trouve un meilleur site de chasse. Bientôt, une autre proie passe à la portée de la menthe. Camouflée sur sa fleur, la menthe laisse faire le vent qui pousse de plus en plus près sa victime. Un repas copieux pour un prédateur petit, mais féroce. C'est l'après-midi, et les mythiques antilopes se déplacent à la recherche de frais pâturages. C'est une caravane majestueuse qu'un couple d'autruches a rejoint. Les jeunes élans ont l'habitude de rester ensemble et forment une garderie paisible à l'arrière du cortège. C'est une autre génération d'élans qui va grandir à l'abri et dont l'avenir est assuré. Non loin de là, voici les symboles vivants du triomphe de la réserve de Hoop. Une femelle Bontebok et sa petite. Pour l'instant, elle est totalement dépendante de sa mère. Mais dans un an, elle sera chassée de son troupeau et ira rejoindre un autre groupe pour fonder sa propre famille dans un des plus grands lieux de préservation des espèces au monde. Le crépuscule tombe à l'extrémité sud du continent africain. Les élans et les Bontebok se préparent pour la nuit. Dans la baie, des baleineaux se serrent tout contre leur mère.
Et demain, tout recommencera. Un nouveau jour sur une terre pleine d'espoir. À l'extrémité sud-ouest de l'Afrique, s'épanouit une merveille botanique. Au cœur des montagnes, elle abrite plantes et animaux que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Le long de sa côte rocheuse, les eaux riches grouillent de vie. Ce parc n'est pas célèbre pour ses grands animaux, mais pour ses plus petits, intimement liés à la nature. Nulle part ailleurs sur la planète, on ne trouve autant d'espèces endémiques réunies en un seul et même endroit. Bienvenue dans l'incroyable réserve de biosphère de Kogelberg. C'est le printemps dans la réserve de biosphère de Kogelberg. Le parc reprend vie. Une vipère heurtante mâle se réchauffe sur un rocher en plein soleil. Le serpent mesure plus d'1 mètre et il est plus gros qu'une batte de baseball. Les serpents sont des animaux à sang froid. Leur métabolisme baisse pendant l'hiver, ils n'ont donc pas besoin de beaucoup de nourriture. Les pluies d'hiver se terminent. Ils commencent à ressentir les premiers effets de la faim. Son dernier repas remonte à plusieurs semaines. La vipère heurtante a une tête triangulaire en forme de diamant. Grâce à ses crochets, elle peut injecter une dose mortelle de venin à ses proies. Petits mammifères, lézards, grenouilles et même certains oiseaux sont au menu. Pour l'instant, sa température corporelle n'a pas encore assez remonté. Le serpent se contente donc d'apprécier la délicieuse sensation des rayons de soleil sur ses écailles. La réserve de biosphère de Kogelberg et ses 18 000 hectares s'étend le long de la côte sud-ouest de l'Afrique du Sud. Contrairement à la plupart des parcs africains, elle n'est pas célèbre pour ses grands animaux, mais pour son incroyable diversité d'espèces végétales. Les montagnes escarpées culminent à plus de 1000 mètres d'altitude et sont couvertes de fynbos. Le fynbos est une formation végétale d'arbustes et de plantes caractéristique du Cap occidental en Afrique du Sud. Sa richesse et sa diversité sont incomparables. On trouve plus de 150 variétés de plantes pour 1000 km², soit pratiquement 2 fois plus que dans une forêt tropicale.
Au pied des montagnes, les flots glacés de l'océan Atlantique déferlent sur le littoral rocheux. Les eaux riches en nutriments alimentent les récifs sous-marins, bouillonnants de vie. Les rivières creusent des vallées profondes pour aller se jeter dans la mer. Sur les hauteurs des ravins escarpés, quelques fragments de forêt survivent, entourés des landes de fynbos. Peu de mammifères vivent dans ces montagnes où la végétation est coriace et indigeste. Si la réserve manque de mammifères, elle brille par l'extraordinaire diversité de ses plantes. Les montagnes de Kogelberg font partie de la région floristique du Cap. On y dénombre 9000 variétés de plantes, dont 70% sont endémiques. Elle n'occupe que 0,4% des terres émergées de la planète. C'est la plus grande concentration et la plus grande variété de plantes au kilomètre carré au monde. Dans les fynbos qui recouvrent ces montagnes, 4 familles botaniques sont omniprésentes. Les éricacées, comme les bruyères, les grands arbustes à fleurs ou protéacées, les restionacées, semblables à des roseaux, et les bulbes ou tubercules, que l'on nomme géophytes. Toutes ces plantes prospèrent sous le climat de type méditerranéen, avec de longs étés chauds et secs, et des hivers froids et humides. Les sols sablonneux des fynbos sont pauvres en matière organique. Plantes et animaux ont dû s'adapter aux défis imposés par de telles conditions. Une petite famille de babouins chacmas se promène parmi les restionacées à la recherche de nourriture. Le mâle dominant veille sur sa troupe. Il pèse plus de 50 kilos. C'est l'un des plus gros singes d'Afrique. Les babouins sont des singes particuliers. Contrairement à la plupart des primates d'Afrique, ils préfèrent vivre à terre plutôt que dans les arbres. Ils peuvent donc survivre dans des milieux différents. Le fynbos et ses champs de broussailles est le plus hostile. Le sol sablonneux de Kogelberg contient peu de matière organique et retient très peu d'eau. Les plantes doivent conserver suffisamment d'humidité pour résister aux longs étés, chauds et secs. Leurs feuilles sont donc petites, ou conçues pour ne pas perdre d'eau. Le fynbos doit son nom aux minuscules feuilles de la plupart de ces plantes. Faire pousser des feuilles sur un sol pauvre demande énormément de ressources. Les plantes dissuadent donc les animaux de les manger.
C'est pour cela que les feuilles contiennent des substances indigestes que l'on nomme les tanins. Pour les animaux, trouver de la nourriture est un défi permanent. Les Restionacées forment la famille botanique la plus variée de Kogelberg. Il existe plus de 500 variétés de ces plantes au feuillage persistant dans le monde. Un tiers de toutes les variétés de Restionacées se trouve ici. Plus que toute autre plante, elles sont caractéristiques du fynbos. Les Restionacées peuvent mesurer entre 10 cm et 3 mètres. Elles sont dépourvues de feuilles. C'est donc par leurs tiges qu'elles réalisent la photosynthèse. Cela leur permet également de consommer moins d'eau durant les longs étés chauds et secs. Les Restionacées ont des plantes mâles et femelles aux fleurs différentes. Elles sont pollinisées par le vent. Les fleurs des plantes mâles sont plutôt pendantes afin que le pollen soit emporté par le vent. Les fleurs des plantes femelles sont plutôt droites afin que le vent y dépose le pollen. Une des raisons qui explique la diversité de plantes de Kogelberg est sa richesse d'espèces végétales endémiques. Beaucoup de plantes rares y survivent à des endroits spécifiques. Parmi toutes les plantes de Kogelberg, la plus particulière et la plus emblématique de la réserve est sans conteste la marche rose. Il reste moins de 250 spécimens sauvages de cette plante qui vit uniquement dans les sols bien drainés et plus frais des flancs sud, où l'eau ruisselle en permanence sur ses racines. C'est un habitat fragile. La moindre perturbation, comme par exemple un animal qui marche sur le substrat de mousse à ses pieds, peut lui être fatale. Cette étrange résidente de Kogelberg ne fleurit qu'au printemps et ne ressemble à aucune autre fleur du fynbos. À ce jour, sa pollinisation demeure un mystère. Le mâle dominant emmène sa troupe près de l'océan pour se nourrir de la végétation sur la dune côtière. Il a de l'expérience et connaît les meilleurs endroits pour trouver de la nourriture. Les plantes grasses qui prolifèrent sur la côte leur offrent un peu de répit par rapport aux conditions difficiles dans les montagnes. La vie de famille est très importante chez les babouins. Ce jeune découvre les meilleurs endroits pour se nourrir grâce à ses aînés. Les 3 premiers mois de sa vie, il reste avec sa mère et ne s'en éloigne que très rarement. En grandissant, il devient plus indépendant et découvre l'autonomie.
Les Ericacées sont une autre famille botanique du fynbos. Elles ont des feuilles minuscules pour réduire leur consommation d'eau et éviter que les animaux ne les mangent. Mis à part cela, elles sont incroyablement variées. Les Ericacées sont pollinisées par le vent et ont de toutes petites fleurs. Toutes les variétés ne reposent pas sur les aléas du vent. Parmi toutes les fleurs de Kogelberg, les Ericacées ont les couleurs les plus éblouissantes afin d'attirer les oiseaux et les insectes qui vont les polliniser. Et c'est très efficace. Un Suimanga à double collier cherche du nectar. Les Ericacées ne sont pas les seules plantes qui cherchent à séduire les animaux. Les Protéacées font de même. La protée royale est l'emblème national d'Afrique du Sud. C'est l'une des familles botaniques les plus importantes du fynbos. Certaines variétés peuvent atteindre la taille d'un petit arbre. Leurs fleurs colorées cherchent à séduire les pollinisateurs. Les Promérobes du Cap ne peuvent pas résister à leur nectar sucré. Comme les Suimanga, ce sont des pollinisateurs importants. Ils visitent 300 fleurs par jour. Ils plongent la tête dans les fleurs de Protéacées et se retrouvent saupoudrés de pollen. Ils transportent ce pollen de plante en plante. Les Promérops sont complètement adaptés à leur régime et peuvent digérer 99% des sucres présents dans le nectar. De plus petits nectariniidés butinent également les protées, mais ils trompent les fleurs, car ils sont trop petits pour se retrouver couverts de pollen. Les Promérops sont les seuls pollinisateurs fiables. Il en existe un autre, plus petit, mais c'est un travailleur acharné. Les abeilles du Cap sont elles aussi attirées par le nectar sucré. Elles pollinisent certaines variétés par hasard, comme cette protée de Waboom. Mais pour d'autres, elles jouent un rôle capital. Cette plante tire son nom, Pink Fingers, de ses magnifiques fleurs printanières. Lorsqu'elle fleurit au printemps, elle attire des nuées d'abeilles qui volettent de fleur en fleur pour butiner le pollen et le nectar. Les abeilles sont une merveille de technologie. Leur petite trompe, semblable à une paille, leur permet d'aspirer le nectar. Et leurs pattes sont couvertes de poils chargés d'électrostatiques qui leur permettent de récolter le pollen. Elles emmènent ensuite le pollen et le nectar dans leurs ruches pour nourrir les larves et fabriquer leur miel. Le principal fleuve qui traverse la réserve est le Palmiette. Il doit son nom aux roseaux qui bordent ses rives. Le Palmiette file jusqu'à l'océan et forme un estuaire peu profond. C'est un véritable paradis pour les flamands nains.
Ils piétinent la vase avec leurs pattes afin de faire sortir leur nourriture. Ils se nourrissent par filtration. Leur bec leur permet de filtrer la vase pour attraper de petits invertébrés. Ils se nourrissent le matin. Une fois rassasiés, ils se rassemblent pour plus de sécurité. Ils se cachent la tête sous leurs ailes pour faire un petit somme. Le merveilleux univers floral de Kogelberg ne se limite pas à la terre ferme. Il avance dans l'océan sur 200 mètres. Le courant le long de la côte fait remonter à la surface des eaux froides, riches en substances nutritives. Grâce à toute cette nourriture, la faune et la flore sont très abondantes. Abreuvées de soleil, les algues géantes absorbent tous les nutriments dont elles ont besoin dans l'eau. Par endroits, elles peuvent mesurer jusqu'à 12 mètres de hauteur au-dessus du récif. Contrairement à la situation sur Terre, la nourriture est très abondante sous l'eau. Mais la plupart des espèces ont du mal à trouver un endroit où s'installer. L'espace est une denrée rare. Les conditions de vie sur ces récifs ont changé récemment. Et personne ne peut en expliquer les raisons. L'un des prédateurs les plus redoutables de ces récifs s'est multiplié. Les langoustes. Elles ont un appétit féroce. Les langoustes se nourrissent principalement d'oursins. La multiplication des crustacés fait un ravage parmi les oursins. La baisse du nombre d'oursins a des répercussions directes sur un autre habitant du récif. L'ormeau. Ce gros mollusque qui ressemble à une patelle a besoin des oursins pour survivre, car les bébés ormeaux s'installent sous les oursins après le frai. Sans les oursins, ils ne s'installent pas. La population ne se renouvelle donc plus. L'ormeau est un mets raffiné. Il est surexploité pour la consommation. Cette surexploitation associée à son faible taux de reproduction entraîne la quasi-disparition de ce mangeur d'algues. Sans les ormeaux, les algues prolifèrent. L'écosystème est perturbé et personne ne sait à quel point ces changements vont affecter la santé à long terme de ces magnifiques récifs. Là où les montagnes se jettent dans l'océan, une famille de damanes des rochers, qu'on appelle aussi damanes du Cap, prospère dans la végétation arbustive de la côte. Cette végétation est abreuvée d'embrun. Elle est solide et résistante. Seul l'estomac coriace d'un damane peut digérer ces feuilles salées. Les damanes se prélassent souvent au soleil. Cela leur permet d'augmenter leur température corporelle. Ils font partie des rares mammifères à sang chaud capables d'utiliser la chaleur du soleil pour aider leur métabolisme. Les damanes sont des animaux étranges. Ils ressemblent à des rongeurs, mais des études génétiques ont montré qu'ils sont beaucoup plus proches des éléphants. Ils vivent dans les affleurements rocheux de la savane, du fynbos et même des côtes. Ils sont agiles.
Leurs petits orteils trapus s'agrippent à la roche. Les sécrétions de leurs pattes leur offrent une meilleure adhérence sur les affleurements rocheux glissants. Le littoral rocheux de la réserve est un véritable paradis pour beaucoup d'oiseaux de mer, comme ces cormorans à poitrine blanche. Les huîtriers de Moquin prospèrent également en se nourrissant de moules et de patelles. Ils décollent les mollusques des rochers grâce à leur bec rouge et coupant, comme des lames de rasoir. Les huîtriers de Moquin pondent leurs œufs dans des nids remarquablement bien cachés sur les plages de sable. Le camouflage est indispensable, car des prédateurs comme les loutres ou les goélands dominicains rôdent. Si les parents sont dérangés, ils abandonnent momentanément les œufs, comptant sur leur camouflage pour les protéger. Les œufs éclosent en 6 semaines environ. Les poussins sont sur pattes en quelques jours. Ils ne peuvent pas voler, car ils n'ont pas encore leur plume d'adulte. Ils rusent pour se cacher aux yeux des gourmands. Le camouflage permet aux jeunes poussins de survivre. Ils se fondent complètement dans le varech du rivage qui compose leur habitat. Les jeunes oiseaux grandissent vite. Ils apprennent à se nourrir grâce à leurs parents. De minuscules crustacés que l'on appelle les puces de mer pullulent sur ces rivages. Les jeunes oiseaux profitent largement de ce festin. Une colonie de manchots du Cap s'est elle aussi installée dans la réserve. Les manchots du Cap sont la seule espèce de manchots qui se reproduisent sur le continent. C'est l'une des 3 seules colonies de reproduction sur le continent. Les manchots du Cap préfèrent en général les îles au large des côtes. Au début du XXe siècle, les hommes ont détruit leur habitat naturel en récoltant les déjections des oiseaux de mer, le guano, pour l'utiliser comme fertilisant. Des millions d'œufs de manchots furent ramassés pour être mangés en Europe. Et la pêche industrielle de la sardine et de l'anchois ont privé les manchots de leur proie favorite. À l'origine, on comptait 2 millions de couples reproducteurs en Afrique du Sud. Aujourd'hui, ils sont moins de 25 000.
ces oiseaux se battent pour survivre. Le Kogelberg fait partie de la ceinture plissée du Cap. Cette chaîne de montagnes doit son nom à ses plis rocheux caractéristiques. La ceinture plissée du Cap a émergé il y a des millions d'années sous la pression tectonique du supercontinent, le Gondwana. Quand le Gondwana s'est morcelé il y a quelques 150 millions d'années, ces montagnes sont devenues la frontière sud-ouest du nouveau continent africain. Elles se composent de quartzite et de grès, des roches extrêmement dures qui résistent à l'érosion et produisent des sols pauvres en nutriments. Une petite famille d'oréotragues se nourrit des broussailles du fynbos sur les pentes rocheuses. Elles sont agiles et sautent sans effort de rocher en rocher. Sous leurs sabots, de petits coussinets font office d'amortisseurs et leur permettent une meilleure adhérence. Les mâles ont 2 petites cornes très pointues qu'ils utilisent pour défendre leur territoire. La vipère heurtante s'est suffisamment réchauffée. Elle peut enfin partir en quête de nourriture. Elle ne chasse jamais activement ses proies. Ce prédateur chasse à l'affût. Il se poste à un endroit stratégique et attend. Contrairement à la plupart des serpents qui ont recours au déplacement en S, les vipères heurtantes se déplacent de façon quasi rectiligne grâce à leurs écailles ventrales. Quelques îlots boisés survivent en haut des vallées, à l'abri des incendies fréquents. Ce sont les derniers vestiges de forêts de montagnes africaines ou afromontanes de la région. L'accès au soleil conditionne le développement des forêts. Le Podocarpus latifolius et les Ocotea d'Afrique luttent pour atteindre le soleil. Les fougères recouvrent le sol ombragé de la forêt. À l'abri des sous-bois, les araignées tissent soigneusement leur toile. Et les geckos sont tapis sur les troncs à la recherche d'insectes. Les forêts se nourrissent des ruisseaux qui les traversent. L'eau de ces ruisseaux est brune à cause des tanins de la végétation du fynbos. Les grenouilles surveillent les bas-fonds pour chasser les insectes. Les crabes se précipitent dans les petits bassins protégés pour y trouver de la nourriture. Certains ruisseaux de Kogelberg abritent des espèces de crabes qui n'existent nulle part ailleurs.
Ce lézard des rochers profite du soleil. C'est le plus gros lézard de la région. Il mesure 16 cm du museau au cloaque. Comme les vipères heurtantes, ces prédateurs chassent à l'affût. Ils grimpent sur des rochers pour fondre sur leur proie invertébrée. Ils peuvent aussi s'en prendre à de plus petits lézards. Il y a peu de grands mammifères dans le Kogelberg, mais on y trouve néanmoins des prédateurs extrêmement voraces, lesquels pourraient bien vous surprendre. Dans un petit ruisseau, une impressionnante collection de plantes attend en embuscade. Toutes les plantes qui vivent dans le Kogelberg se sont adaptées pour trouver de la nourriture dans le sol sablonneux et pauvre. Certaines légumineuses utilisent des bactéries qui permettent à leurs racines d'absorber l'azote et d'autres nutriments. D'autres plantes, comme les protées, ont des micro-racines conçues pour assurer une absorption suffisante. Ces Droseraces ont trouvé une solution originale. Au bout de leurs feuilles, des gouttes d'un liquide sucré et collant attirent les insectes dans un piège mortel. Les insectes qui se posent sur les feuilles sont immédiatement englués et pris au piège. La plante digère ensuite l'insecte et absorbe ses précieux nutriments. Les Roridulas sont les plus grandes plantes carnivores de la réserve. Ce sont des maîtres en la matière. Elles ne peuvent pas digérer les insectes qu'elles capturent. Elles ont donc formé un partenariat. Des punaises arpentent leurs feuilles et mangent les insectes capturés. Elles défèquent ensuite sur les feuilles. La plante se nourrit grâce à leur déjection. Les plantes obtiennent ainsi 70% de leurs besoins en azote. C'est un partenariat unique. La punaise compte sur la plante pour capturer les insectes et la plante profite des capacités de digestion de l'insecte. Seules 2 variétés de punaises peuvent vivre sur les Roridulas. Chacun trouve son compte dans cette relation. Si l'un de ses protagonistes venait à disparaître, l'autre n'y survivrait pas. De nombreuses plantes de Kogelberg doivent leur survie aux Anoplolepis, ou fourmis-folles jaunes qui protègent les graines. Dans les broussailles du Fynbos, c'est une relation primordiale. Une éclaireuse trouve la graine de Restionacée. D'autres fourmis la rejoignent pour récupérer la précieuse graine. La graine a une excroissance blanche et charnue, l'élaïosome, dont les fourmis se nourrissent. Les fourmis ne sont pas les seules à en profiter. La plante aussi. Les fourmis enterrent la graine dans leur nid et la protègent des herbivores comme les souris. Les souris se nourrissent de graines et de nectar sucré, mais elles jouent également un rôle. Les protées sont connues pour leurs grandes fleurs spectaculaires qui attirent les insectes et les oiseaux pollinisateurs.
Les fleurs de certaines variétés de protées poussent près du sol. Ainsi, les souris peuvent les polliniser. Plus de 35 espèces de protées dépendent de ces pollinisateurs hors du commun. Les souris cherchent le nectar en reniflant les fleurs. Elles se retrouvent couvertes de pollen qu'elles transportent ensuite de fleur en fleur et de plante en plante. Le rôle des fourmis ne se limite pas à protéger les graines de protées des souris. En les enfouissant sous terre, elles les protègent également des incendies qui ravagent fréquemment le fynbos. Les fourmis n'éloignent pas les graines des plantes mères. Les jeunes plantes poussent donc à proximité des plantes mères, ce qui limite le flux génétique et les populations isolées. En plusieurs millions d'années, les populations isolées ont donné naissance à de nouvelles espèces. C'est une des explications à toute cette diversité. La vipère heurtante a trouvé l'endroit idéal. Elle est bien cachée et les rochers de Kokelberg grouillent de souris. Elle n'a plus qu'à attendre que l'une d'elles tombe dans son piège mortel. Certains serpents chassent à l'affût, mais d'autres sont des chasseurs actifs. Caché dans un affleurement rocheux, un Lamprophis guttatus se réveille. Ce serpent vit surtout la nuit, mais comme la vipère heurtante, il souffre de la faim après un hiver long et froid. Il a donc commencé à chasser très tôt ce soir. Il est parfaitement adapté à son habitat rocheux. Grâce à sa tête et son corps aplati, il peut se glisser dans des failles très étroites pour traquer ses proies. Il se nourrit de lézards et de geckos. Mais les agames des rochers comme celui-ci sont des experts du cache-cache. Leur technique de camouflage leur permet de se confondre avec les rochers. Cette fois-ci, cela fonctionne. Le Lamprophis guttatus ne l'a pas vu. Contrairement aux chasseurs solitaires comme les serpents, les babouins sont des animaux grégaires. Ils dépendent les uns des autres pour survivre. Cette mère enlève les tiques et les puces de son petit. Les mères doivent absolument trouver suffisamment de nourriture pour elles-mêmes afin d'avoir assez de lait pour leurs petits. Les groupes sont hiérarchisés. Les subalternes sont aux petits soins avec les femelles dominantes pour obtenir leur faveur. Cela renforce la cohésion du groupe. Un avantage indéniable pour cette famille qui vit dans un environnement hostile. Sur la côte rocheuse du sud-ouest du Cap, plantes et animaux vivent côte à côte dans un environnement impitoyable. C'est l'un des endroits les plus riches en diversité au monde. Des plantes incroyablement rares
côtoie le large éventail d'espèces végétales du fynbos. Au large, des eaux riches à la nourriture abondante grouillent de vie. Sur terre et en mer, la vie est à la fois complexe et spectaculaire. Aucun autre endroit sur la planète n'y ressemble. Ce sont les merveilles du Kogelberg, une réserve de biosphère.